On va retourner à Marseille maintenant et puis ensuite du côté de la Bouilladisse parce qu'on suit le développement des rebondissements, durs rebondissements concernant la disparition et la mort du petit Émile. Boris Karlamov, les gardes à vue sont en cours à Marseille pour 4 personnes, 4 proches du petit défunt. Absolument, et dans un premier lieu, les grands-parents maternels du petit Émile, à savoir Philippe Vedovini, 59 ans, ainsi que son épouse Anne Vedovini. Et puis il y a 2 de leurs enfants majeurs, un oncle et une tante donc du petit Émile, qui sont auditionnés ici à la section de recherche de Marseille depuis ce matin. Des gardes à vue pour homicide volontaire et recel de cadavres. Ces placements en garde à vue s'inscrivent dans une phase de vérification et de confrontation des éléments et informations réalisées ces derniers mois. Voilà ce qu'indiquait le procureur de la République d'Aix-en-Provence, Jean-Luc Blachon, dans un communiqué de presse qui nous a été transmis ce matin. Ces gardes à vue, selon nos informations, elles étaient programmées, comprenez, préparées en amont depuis plusieurs jours. Et puis tout à l'heure, il y a Isabelle Colombani, qui n'est autre que l'avocate du grand-père d'Émile, qui a accepté de répondre à nos questions. Je vous propose de l'écouter. Elle est au micro de Morgane Dumont. On s'attendait à un dénouement rapide puisque grâce à vous, les médias notamment, on avait appris qu'il y avait beaucoup de choses qui s'étaient passées. Peut-être que ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas ce qu'on avait escompté. Mais bon, après vous le savez mieux que moi, être placé en garde à vue, ça veut rien dire. Voilà. C'est une mesure dans l'enquête et on verra au terme de la garde à vue. Et toujours selon le procureur d'Aix-en-Provence, en parallèle de ces gardes à vue, d'autres actes criminalistiques sont en cours. Ces actes criminalistiques, ils se sont notamment traduits par une perquisition ce matin au domicile des grands-parents d'Émile, situé à la Bouilladisse, à une vingtaine de kilomètres de Marseille. Et à cette occasion, les enquêteurs, ils ont donc saisi le véhicule personnel de Philippe Vedovini, le grand-père d'Émile, ainsi qu'une remorque pour des chevaux, des éléments qui ont été transportés ici à la SR de Marseille afin d'y mener des expertises plus poussées. Selon nos informations au service police-justice de BFM TV, l'analyse de la jardinière, souvenez-vous, qui a été saisie la semaine dernière puisqu'il y avait des traces suspectes, eh bien, elle n'a pas été déterminante dans le déclenchement de ces 4 gardes à vue. Ces 4 gardes à vue, elles peuvent durer au maximum jusqu'à 48 heures, soit jusqu'à jeudi matin. Voilà, Boris Karlamov en direct de Marseille pour BFM TV. Dominique Rizet, comment expliquer tout d'un coup, après 20 mois d'interrogation, rappelons que le petit Émile a disparu le 8 juillet 2023, on avait ensuite retrouvé son corps. Pourquoi aujourd'hui ça s'accélère? Parce que les enquêteurs avaient tout préparé minutieusement pour cette journée si particulière? Parce que le dossier est mûr. Parce que les enquêteurs ont rassemblé des éléments, ont vérifié, ont croisé des auditions, ont des choses à vérifier. Et qu'il était temps d'aller chercher, à ce moment-là, de l'enquête, qui dure quand même depuis 2 ans, il était temps d'aller poser au grand-père des questions, à la grand-mère des questions, à l'oncle et à la tante du petit Émile. Peut-être parce que des messages sont arrivés. Je rappelle quand même que dès le moment où le procureur de la République va nous parler de la découverte des ossements d'Émile, il nous fait un résumé de ce qui avait été fait dans l'enquête. Il nous parle de 1200 courriers, lettres qui avaient été reçus, vérifiés. Donc, il semblerait que ce soit un courrier anonyme ou un renseignement anonyme qui a mené les enquêteurs jusqu'à cette jardinière et cette église qui se trouve cette petite chapelle qui se trouve dans le cœur du village du Haut-Vernay. Information BFM TV et Boris Karlamov qui avait travaillé sur ce dossier. Même si aujourd'hui, Boris nous dit sur place, ça n'a rien à voir, en tout cas la jardinière, avec les interpellations de cette semaine. Mais en tout cas, c'était une étape supplémentaire. Les enquêteurs ont des choses à vérifier. C'est le moment. Ils sont arrivés au moment où il fallait maintenant poser des questions et aller chercher ces personnes est donc pour les placer en garde à vue. de la famille d'Émile, selon les enquêteurs, avec un homme qui fait beaucoup parler finalement depuis 20 mois par sa personnalité. C'est le grand-père qui a 58 ans, qui est à la tête d'une famille de 10 enfants, dont l'aîné, rappelons-le, est Marie, la mère d'Émile. D'ailleurs, 2 de ses enfants sont gardés à vue, les 2 enfants majeurs, donc oncle et tante d'Émile. Tout se passe autour de cet homme?
Non, on n'en a pas la certitude. Ce qui est sûr, c'est que parmi les 4, il y a forcément quelqu'un que les enquêteurs soupçonnent d'homicide volontaire parce que c'est les chefs de garde à vue, et forcément d'autres personnes qu'on soupçonne de recel de cadavres. Est-ce que c'est le grand-père, est-ce que c'est la grand-mère? On n'a pas les éléments. Qui a dit au départ... C'est de toute façon. Qui a dit au départ qu'il Émile avait échappé à ses vigilances, et on en est resté là. De toute façon, il y a un élément factuel qui est que c'est, d'après ce qu'on sait des déclarations, l'une des dernières personnes à l'avoir vu en vie. Si vous vous souvenez, il y a aussi des voisins qui l'ont déclaré, qui ont vu Émile descendre la pente, d'autres qui pensaient le voir remonter. Mais ce qui est sûr, c'est que la dernière personne, ce petit garçon de quelques années était sous la responsabilité, c'était le grand-père. Après, c'est vrai que le grand-père, ça avait été révélé notamment à l'époque par le Canard enchaîné, avait un profil particulier. On sait qu'il avait été notamment placé. Il a été placé sous le statut favorable de témoin assisté dans une enquête de viol et de violence. De violence, mais il y avait aussi des agressions sexuelles. Mais c'était l'enquête largement. Lui n'était pas soupçonné d'agression sexuelle. Lui-même avait reconnu. Juste de violence. Il avait reconnu. Il avait reconnu. J'ai botté des culs, j'ai donné des gifles, j'ai donné des coups de poing quelquefois, mais au niveau des épaules. Voilà, c'est ses propres expressions employées. C'était dans une communauté religieuse de la Sainte-Croix à Riomont. Ça ne fait pas pour autant coupable. Et pour rappel, lui, il était témoin assisté, ce qui est quand même un peu plus favorable, et on l'entendait juste pour la partie violence, mais effectivement, c'était aussi une enquête pour agression sexuelle. Jean-Charles Fonbonne, général de gendarmerie, comment ça se passe, 4 personnes en garde à vue depuis ce matin? Comment est-ce que vos collègues procèdent alors? Alors, vous avez un directeur d'enquête qui est à la tête de toutes les hypothèses d'enquête avec des groupes particuliers. Et lorsque l'on est spécifiquement dans le cadre d'une garde à vue, déjà, on essaye d'avoir les personnes dans le même lieu, évidemment sans qu'ils puissent se voir, sans qu'ils puissent s'entendre, sans qu'elles puissent communiquer entre elles. On a généralement un binôme d'officiers de police judiciaire, on met jamais quelqu'un tout seul. Le fait d'être deux, alors indépendamment de jouer au good cop, bad cop, ça permet... Au bon et au mauvais policier. Il y en a un qui tape et l'autre observe le langage gestuel, observe les silences, les hésitations, ce qui permet de réalimenter le dialogue. Et puis ensuite, au fur et à mesure... Voilà, alors il y a des temps de pause, et de toute façon, même entre les temps de pause, les enquêteurs vont se réunir pour faire le point. C'est-à-dire qu'on part d'une hypothèse, on a une hypothèse qu'il y a des contradictions sur tel point, que lorsqu'il a dit ça, en fait, il a menti, ou que il est en liaison avec quelqu'un, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, les enquêteurs ont une liste de questions. Généralement, ils connaissent le dossier à fond, donc la liste... Le but, c'est de les faire craquer, évidemment informelle. D'en faire craquer un. Alors, le but... Alors, ça dépend pourquoi ils sont là. Il y a forcément plusieurs hypothèses. Garde à vue pour homicide volontaire et recel de cadavre, c'est pas rien. Non, mais ce que dit le Code de procédure pénale, c'est l'article 62-2, l'article du Code de procédure pénale dit simplement... On peut mettre en garde à vue lorsqu'il y a des raisons plausibles de penser que la personne a commis une infraction pour laquelle elle est poursuivie. Des raisons plausibles, c'est un grand sac, c'est un fourre-tout. On met à peu près ce que l'on veut. Quelqu'un qui aurait diligenté des actes, qui aurait proféré des menaces, peut avoir une raison plausible. Simplement, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on leur demande? Quels sont les éléments dont on dispose? Et ça va changer évidemment complètement la tournure de la garde à vue. Et c'est vrai que la grande question, on parle de la jardinière parce que c'est l'acte que nous, on a su, journalistes. On dit que ça n'a pas bien, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Il y a eu beaucoup d'actes des gendarmes ces derniers mois. On sait qu'il y a des auditions de témoins. Il y a des écoutes téléphoniques aussi. Des écoutes téléphoniques. Peut-être d'autres endroits qui ont été fouillés, d'autres choses qui ont été saisies. On a parlé de cette jardinière, mais il y a probablement beaucoup d'autres éléments. Et la question, c'est quels sont les éléments qui donnent des raisons plausibles. Permettez que nous allions du côté du Vernet retrouver Magali Lamy. Elle est habitante de cette commune et elle a écrit ce livre, Le Vernet, raconter, reconstruire, revivre, qui vient de paraître d'ailleurs, dans lequel elle rassemble des témoignages des habitants. Bonsoir Magali Lamy. Question personnellement pour vous, quand vous avez appris ces 4 gardes à vue, c'est un choc, ça vous interroge? Ça vous surprend? Oui, en effet, ça a été un choc. Un bouleversement parce que on est depuis plusieurs mois maintenant dans l'expectative, on a peu d'éléments nouveaux dans l'enquête, on n'est pas forcément au courant et donc ce communiqué vient comme une annonce avec un fort impact émotionnel bien sûr. Mais vous avez écrit un livre en rassemblant des témoignages d'habitants. Vous-même, vous avez d'ailleurs participé aux recherches. Est-ce qu'un seul instant, vous y avez pensé que finalement, la vérité de la disparition du petit Émile se trouvait peut-être même au sein même de cette famille?
Alors oui, en effet, j'ai écrit ce livre où on trouve un certain nombre de recueils de témoignages. Ce qui m'intéressait, c'était de me focaliser sur le ressenti des habitants qu'on n'a pas toujours mis en valeur. Et effectivement, j'ai participé aux battues citoyennes, comme beaucoup d'habitants de ce village. Oui, forcément, n'ayant pas de réponse, parce que c'est ça qui est difficile aussi pour les habitants de ce village. On est dans le questionnement, dans l'incertitude. Donc, n'ayant pas de réponse, forcément, des hypothèses se forment dans l'esprit des gens, des suppositions qui parfois deviennent des certitudes ou des convictions. Parce qu'on n'a pas d'éléments, en fait. Et puisque vous avez recueilli le témoignage des habitants, le ressenti des habitants, est-ce qu'il y a une intime conviction dans le village? Est-ce qu'on se dit, on sait qui c'est? Non, je n'irai pas jusque-là. Le village est assez partagé. Certains penchent plutôt pour la thèse de l'accident, d'un enfant qui se serait perdu et qu'on n'aurait pas retrouvé par un malheureux concours de circonstances, malgré tous les moyens déployés. D'autres penchent depuis le début plutôt pour la thèse d'un accident de voiture, une voiture qui aurait percuté l'enfant. Est-ce qu'on vous parle de crime? Est-ce qu'on vous a parlé de crime? Est-ce que certains pensent que c'est un crime? Oui. Certains parlent de crime aussi depuis le début. Oui. Mais évidemment. En pensant à la famille en même temps? Oui, certains, je vous cache pas que oui, bien sûr, ne sachant rien, on fait forcément des suppositions. Et la piste familiale, d'ailleurs, elle a été évoquée aussi par les médias à de multiples reprises et dans tous les esprits. Rien n'est à exclure. Donc, vous connaissez certains. Magali, vous connaissez bien Philippe Vedovini, le grand-père qui est aujourd'hui gardé à vue? Non. Je le connais de vue. Je le salue quand je le croise, mais je ne le connais pas personnellement. Vous avez parlé de cette affaire avec lui? Non. Pourquoi? Parce que vous avez hésité à aborder... Non, c'est parce que mon livre était vraiment centré sur les habitants, sur leurs ressentis, leurs émotions, et je ne voulais pas. Je voulais préserver la famille. En fait, je ne voulais pas les embarquer dans cette écriture. Merci Magali Lamy, donc du Plex assuré par Théo Bassilana. Et je rappelle le livre, Le Vernet, raconter, reconstruire, revivre, qui vient de paraître hier. Johanna Rosenblum, on s'interroge quand même sur cette famille, puisque semble-t-il la vérité se trouve au sein de cette famille, en tout cas selon les enquêteurs qui ont mis en garde à vue les grands-parents et deux membres de cette fratrie. Il y a 10 enfants. Est-ce qu'on peut imaginer qu'une partie de la famille a caché aux parents la vérité? Mais vous savez, Olivier, c'est bien de le rappeler, en France, il y a un enfant qui meurt tous les 5 jours sous les coups de ses parents, c'est-à-dire dans son environnement familial. Et dans 80% des cas, les enfants qui sont victimes de violences physiques ou sexuelles sont victimes de leurs proches, c'est-à-dire, encore une fois, de la cellule familiale. Vous disiez tout à l'heure que depuis 20 mois, le grand-père d'Émile focalise un petit peu l'attention. Mais c'est pas depuis 20 mois, en fait. C'est depuis 1990, c'est-à-dire depuis 35 ans. Cet homme a 60 ans. Ça veut dire qu'à 25 ans déjà, lorsqu'il était un jeune adulte, il l'interrogeait puisqu'il était frère ou chef scout ou surveillant à Riaumont, ce fameux établissement catholique rigoriste dont on parle beaucoup, un peu en même temps que l'affaire Betaram, où il y a eu des violences physiques, des sévices sexuels faits sur les enfants. Eh bien, il était dans cet établissement-là et en 2018, il a été entendu pour ces fameux faits de violence, comme vous le disiez. C'est lui qui apparaît sur nos images, parce que depuis tout à l'heure, c'est l'homme qui a les cheveux blancs. Voilà, il avoue avoir botté des culs, donné des gifles, des coups de pied, quelquefois des coups de poing, tout en minimisant, comme font à chaque fois les personnes qui maltraitent les enfants. Ça en fait pas pourtant le meurtrier de son petit-fils. Évidemment, la présomption d'innocence, mais on parle de profil, et il a quand même un profil qui prête à interrogation. Mais l'hypothèse, ça peut être aussi
un accident malheureux et on ne veut pas dénoncer la personne qui a commis cet accident. Ça peut être d'ailleurs pas le grand-père, mais peut-être l'un de ses enfants. Mais complètement. Et il se crée cette omerta familiale. Exactement. Et ça interroge aussi, sur le profil de la famille, parce que c'est une famille qui s'en remet à Dieu, qui demande à tous les Français de prier pour le petit Émile. Oui. Il parle du temps de silence, de laisser la place à la vérité, qu'aujourd'hui Émile est auprès du Seigneur et qu'on aura des réponses. Et à la fois, cette famille est possiblement accusée d'homicide. Alors en même temps, les recherches se poursuivent. Alors, il y a la garde à vue, mais pas seulement, parce qu'on a perquisitionné le domicile des grands-parents, et puis surtout, on a perquisitionné ce van qui a été emmené pour être examiné. Qu'est-ce qu'on espère y trouver? Ce matin, le van a été filmé. On prononce vent pour les chevaux. C'est vent. Cette remorque dans laquelle on peut mettre un cheval. C'est une remorque, on va la voir d'ailleurs sur nos images, voilà. C'est une remorque pour les chevaux. Elle a été filmée de manière à préserver les traces et les indices qui pourraient s'y trouver. Et je suppose qu'elle va être emmenée sous une tente confectionnée par nos collègues de l'IRCGN et les gendarmes qui vont faire les recherches sûrement à Marseille. Donc tous ces éléments, pendant la garde à vue, ils sont montrés, ils sont mis devant les prévenus, enfin devant... Ah ben non, là il faut déjà rechercher et trouver les indices. Et tout ce qui a été accumulé jusqu'à présent. Voilà le vent. Voilà. Ah, le vent, oui. Ah ben de toute façon... on leur dit, ça dépend, c'est-à-dire que, je dirais en avant, c'est une partie d'échec. On ne découvre pas complètement son jeu. Ça peut être sous la forme interrogative. On imagine que l'examen de ce vent, justement... Vous retrouvez quoi, des traces de sang? Oui, on est plutôt dans la logique du recel de cadavres, c'est-à-dire du transport, des traces de sang, des traces de vêtements. On peut les retrouver 20 mois après, même s'il y a eu un nettoyage complet on peut les retrouver. Alors, après, ça pourquoi dépend... ne le saisir que maintenant? Alors, il fallait attendre la garde à vue? Non, pas forcément. Peut-être simplement parce que les enquêteurs ont des éléments qui flèchent sur les grands-parents et donc sur les voitures qui leur appartiennent, qui ont été susceptibles d'être utilisées. Mais pour répondre, Olivier, à votre question, on n'est obligé de rien. C'est-à-dire qu'on laisse venir, et puis à un moment donné, ça peut même être la forme interrogative. Vous m'avez dit que l'enfant n'était jamais monté dans votre vent parce que c'est un transport de cheval, parce que c'est dangereux, parce qu'il venait jamais. Comment vous expliqueriez qu'on ait trouvé... Voilà. Et à partir de ce moment-là, on va, je dirais, à partir de pas grand-chose, c'est-à-dire que les enquêteurs n'ont aucune certitude, mais on va essayer d'amorcer. On lance au fil à l'eau, et puis on voit si ça mord. Et si ça commence à mordre, forcément, à un moment donné, il va y avoir des contradictions. Quand on est face à une personnalité, je parle toujours du grand-père, qu'on dise plutôt taiseuse, capable de protéger quand même des secrets visiblement, de protéger sa famille, quelqu'un qui a l'air d'être intelligent, qui s'il a des choses à dire, ne les a pas dit pendant 20 mois. Oui, écoutez, à ce moment-là, il va falloir trouver le levier. J'ai le souvenir, et Dominique Rizet connaît cette affaire, il est mort maintenant, d'un criminel qui avait été poursuivi pour double enlèvement, double viol et double homicide de 2 gamines, qui était croyant, qui avait fait le petit séminaire qui s'appelait Van Geloven, vous vous en souvenez. Celui qu'il avait entendu s'appelait Jenny Gendre. Voilà, absolument, c'était Jenny Gendre de la section de recherche de Montpellier, qui a fini ensuite à Marseille. Et à un moment donné de la garde à vue, quand on a été au bout de tous les arguments, le commandant de la section de recherche s'est présenté devant lui et lui a dit « Vous croyez en Dieu ?» Il l'a regardé fixement, il a eu peur, il lui a dit « Vous allez me frapper ». Et Dominique Pansy lui a dit « C'est pas moi qui vais vous frapper, c'est Dieu. Parce que vous croyez en Dieu et qu'il y aura donc forcément une justice divine qui va vous juger. » Maintenant, la seule façon, non pas d'y échapper, mais d'au moins de vous expliquer, c'est de nous dire ce qui s'est passé. C'est un roman, c'est un mano à mano. Et l'homme a parlé à ce moment-là. Et l'homme a parlé à ce moment-là. Donc, le principe de la garde à vue, c'est de connaître suffisamment la personne, déjà avec une enquête relativement longue, qui va permettre... Moi, j'ai l'habitude de dire que quand on met quelqu'un en garde à vue, après une enquête de cette ampleur, on connaît mieux sa vie qu'il ne la connaît lui-même. C'est-à-dire qu'on connaît les agissements par rapport à lui, les relations des gens, ce que pensent les gens. Et à partir de ce moment-là, il va falloir trouver le levier, c'est-à-dire la valeur qui est, pour la personne, plus forte que sa propre innocence, que sa propre culpabilité. Et Jacques, la phrase va être importante. On a écrit avec un ami qui s'appelle Rémi Bellon, qui est journaliste à l'AFP, un livre qui s'appelle Les Aveux. On est allé chercher les aveux de 25 enquêteurs, comme Jacques, qui racontaient comment ils avaient fait avouer. Et il y a la tuerie d'Oriol. La tuerie d'Oriol, il y a un enquêteur qui est un policier qui va demander, qui va voir cette phrase. Il parle à l'instituteur qui s'appelle Finocchietti, qui fait partie du commando qui a tué toute la famille et cette famille à Oriol. Et il a cette phrase, il lui dit est-ce qu'il y a encore quelque chose à sauver ?
Ce type qui disait rien jusqu'ici, Finocchiati, parce que cette phrase n'était pas une phrase agressive, parce que c'était une phrase positive. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à sauver? Et là, Finocchiati secoue la tête. Ça veut dire que tout le monde est mort. La garde à vue est toujours en cours à Marseille pour les 4 membres de la famille d'Émile, les grands-parents maternels, un oncle, une tante. Ce sera le fil rouge de la soirée, bien sûr, sur BFM TV.